Bonjour et bienvenue à l'émission Qu'en pensez-vous, notre émission hebdomadaire d'actualité où on fait le tour de l'actualité avec un panéliste de renom qui va nous amener sa sagesse et son éclairage sur certains éléments de l'actualité, son opinion aussi. Et cette semaine, on n'a pas n'importe qui, on a M. Richard Hébert, maire de Dolbeau-Mistassini. Bonjour Richard. Bonjour M. Turcotte. Bien sûr, mon défi cette semaine, ça va de voir si Richard va avoir la langue de bois comme politicien ou il va nous dire les vraies affaires. On va regarder ça avec toi. Prêt à te lancer dans l'actualité? Oui. Oui. C'est parti. Actualité régionale, on commence toujours par la région, on commence par Dolbeau-Mistassini. Il y a la cabane à sucre urbaine le 14 mars. Là, je voulais qu'on parle de Dolbeau-Mistassini. Ça, c'est un bel événement qui revient encore. Oui, pour la troisième année. Troisième année. Moi, je trouve que c'est un des plus beaux événements qu'il y a dans la ville depuis quelques années parce que c'est rafraîchissant, c'est la fin de l'hiver, c'est les gens de la jeune chambre de commerce, de la clique qui organisent ça, puis il y a un mariage avec la chambre de commerce, etc. Puis tous les gens, là, les jeunes personnes de Dolbeau-Mistassini viennent avec leurs poussettes, avec leurs enfants. C'est vraiment un beau moment. Moi, je peux vous dire, en fait, ça fait 3 ans que j'y participe. Puis cette année, encore une fois, je vais être dans un des kiosques pour voir les gens, pour saisir le pouls aussi des gens. Mais c'est de voir les gens qui sortent de leur cabane après l'hiver. Puis on a eu un hiver extrêmement rigoureux. Clairement. Et cette année, je pense que ça va être bien le fun. Puis ça se passe encore sur le boulevard Walberg qu'on va fermer. C'était ça mon deuxième point là-dessus. Ouais. Avec ça, avec, mettons, le Festival des brasseurs, etc. La fête nationale. La fête nationale, on sent qu'il y a un regain de participation, d'activité dans le centre-ville de Dolbeau-Mistassini. Ça fait du bien, ça? Bien, c'est ce qu'on souhaitait un peu, c'est de réanimer un peu cette partie-là qui était laissée un peu, pas à l'abandon, mais je dirais qui avait souffert un peu au cours des années. Alors là, il y a eu des investissements majeurs qui ont été faits dans ce secteur-là, puis on voit que ça reprend vie, puis c'est le plaisir aussi de pouvoir utiliser le centre-ville, puis de l'habiter. Et cette année, bien, je peux en parler, parce que je n'ai pas la langue de bois. Ouais. Cette année, tu te rappelles, l'an passé, on avait fermé les extrémités pendant au-delà d'une dizaine de semaines. Cette année, on ne fait pas tout à fait de la même chose. Okay. Le résultat a été mitigé, je dois l'avouer. C'était pas la majorité des gens. J'ai fait le tour, moi, de tous les commerces après pour demander, puis les gens, c'était environ 50-50. Donc, cette année, on va faire des terrasses portatives ou des terrasses qui vont être au bout des trottoirs. Okay. Exemple, je sais que nos amis du Pub et Bob vont en installer une. Est-ce que les gens du Vox le feront? Je ne sais pas. Le Spectrum, en tout cas, les endroits commerciaux où il y a de la consommation. Et puis, on va installer ces affaires-là en avant des trottoirs et la circulation va se poursuivre quand même. Un peu ce qu'on voit sur la rue Racine à Chicoutimi. Oui. On n'entravera pas la circulation, mais il y aura quand même une partie terrasse. Puis, chacun des marchands pourront animer son secteur aussi. Un petit peu moins d'argent à investir cette année, coupure un peu. Alors, on fait quand même quelque chose dans le centre-ville et c'est comme ça qu'on va faire cet été. C'est quand même noble de votre part, je trouve, de dire on l'essaie cette année comme ça, on ferme la rue. Là, de faire aussi un retour, de ne pas penser qu'on a tout le temps la vérité puis d'essayer de s'ajuster. Il faut savoir se réajuster quand on pense que le tir est plus ou moins correct. Et ça prend une certaine humilité, mais je veux dire, c'est notre rôle d'essayer des choses pour que les gens y participent. Puis on sait que le boulevard de Walberg, c'est un endroit festif. Hein? C'est ça qu'on veut recréer un peu le nightlife, que les gens circulent. Puis c'est le fun à l'air libre de pouvoir avoir du plaisir et de rire à gorge déployée. Oui, puis c'est le fun en tout cas, moi, sentir que les commerçants de centre-ville sont très proactifs dans ces projets-là parce qu'ils voient que ça marche aussi puis que la population est présente. Ça, c'est important aussi. Là, on est bien content de ça. Bien content. Super. Hey, cette année, on fête les 100 ans du Cercle des fermières, mais le 70e anniversaire du Cercle des fermières de Dolbeau-Mistassini. Oui. Ça va être ça? Oui. Oui. C'est quoi l'importance? Parce que, tu sais, au début, c'est quoi l'importance du Cercle des fermières pour Dolbeau-Mistassini? C'est énorme. Puis je vais te dire pourquoi. Sans flagornerie, là, moi, j'avais ma grand-mère qui était une fermière. Ouais. Adèle Thibodeau, elle faisait du métier à tisser et je me rappelle de tout ça, moi. Les cannelles qui se promènent d'un bord et de l'autre et le frappage. Tu n'as pas appris à tisser? Non. Je sais comment ça se passe, là, mais je n'ai pas appris moi-même. Mais ce que je veux dire, c'est que ces femmes-là ont comme le devoir de transmission je dirais, je n'allais pas dire orale, mais de transmission de métier comme ça. C'est vraiment important parce que tu as déjà vu ça, une Catalogne? T'as-tu regardé ça comme il faut? Ah, j'en ai. Ah bon. Ben alors, l'ouvrage qu'il y a là-dedans, c'est extraordinaire. Puis ces femmes-là, ils font du bien dans le milieu. C'est des personnes tranquilles, des gens posés. Puis ils sont venus me rencontrer. D'abord, ils sont à l'hôtel. Il y en a et à Dolbeau et à Mistassini. Je parle des deux secteurs. Il y en a ici au sous-sol de l'hôtel de ville. Il y en a aussi au centre culturel à Mistassini. Et ces deux organisations-là travaillent dans l'ombre, doucement. Oui.
Puis on sent aussi avec le mouvement altermondialiste, il y a beaucoup le retour des jeunes femmes qui veulent réapprendre ces métiers-là. Fait que c'est important d'avoir gardé cette tradition-là vivante. Là. Exactement. Tu sais, c'est la transmission d'une génération à l'autre. C'est ça qui est beau dans ce geste-là. Puis la Ville, nous autres, on est là pour les appuyer lorsqu'ils ont besoin. Ils sont venus me rencontrer, puis on a discuté. Je sais qu'il y a une grosse fête qui s'en vient pour eux autres, là. Puis moi, je les salue, puis je trouve qu'ils font un bien beau travail. Puis c'est quelque chose de tellement... C'est fin, hein, c'est la douceur. Ces dames-là, ils travaillent dans l'ombre, comme je le dis, puis ils font du bien dans le milieu. Puis moi, je pense qu'ils se font du bien aussi à se rassembler ensemble, parce que ça part de là. Il y a 100 ans, les femmes voulaient se rassembler, avoir un lieu pour discuter, pour... ça casse la solitude. Ouais. Après ça, ils peuvent échanger. Puis Nana a dit, moi, c'est ce qui me rattache à la vie. Des fois, on est dans des périodes plus difficiles. Bon, en voyant mes compagnes, je me rencourage. En tout cas, c'est un beau mouvement. Moi, j'encourage ça. D'ailleurs, chers téléspectateurs, il y a un documentaire qui est sorti qui s'appelle Fermières, qui est fait au Québec, où on fait un peu le tour du cercle des fermières aujourd'hui. Et c'est vraiment intéressant. J'ai été moi-même surpris. J'ai loué ça en me disant « Ah, ça peut être intéressant finalement. » Vraiment surpris, ma blonde a décidé d'embarquer dans les fermières. Ah oui? OK, on va passer à des nouvelles moins drôles. On va parler d'Hydro-Québec. Deux choses. Parce que je sais qu'hier, on va revenir sur la hausse des tarifs plus tard, mais je sais qu'hier, il y a eu un grand branle-bas de combat aussi que Guy Larouche à Roberval est sorti pour dire les compteurs intelligents, c'est dangereux, c'est trop cher, etc. Il y a beaucoup de regroupements de protection du consommateur qui disent attention, etc. Et au Conseil de ville hier, c'est arrivé sur la table. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est quoi, la position de la ville de Mistassini, puis qu'est-ce qu'on peut faire comme citoyen? Par rapport au compteur intelligent? Par rapport au compteur intelligent, pardon. Bon, la semaine de relâche, j'étais à l'Hôtel de Ville, j'ai reçu beaucoup de communications, de téléphones, etc., des gens qui se demandaient qu'est-ce qu'on fait avec ça, parce qu'ils avaient reçu leur lettre, leur disant que le 27 mars, là, qu'elle allait... Bon, les gens ont pris un peu, ils se sont pas paniqués, mais ils se sont inquiétés, voilà. Ils se sont inquiétés suite, évidemment, à l'article que tu fais référence de mon homologue de Roberval. Et moi, suite à ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait dans ce dossier-là? Alors, on a convoqué les gens d'Hydro-Québec qui vont être ce mercredi ici au foyer de la salle de spectacle. OK. Ils vont pouvoir donner les informations. Le kiosque qui s'appelle le kiosque Porte ouverte, je pense que c'est comme ça qu'ils appellent ça. Puis les gens de 16h à 20h pourront poser des questions. Ce n'est pas une assemblée contradictoire où les gens vont s'arracher à la chemise, c'est pas ça. Ils vont donner les informations auprès des gens. Puis après ça, les gens sont libres, en réalité, d'installer ou non, ou de faire installer ou non un compteur intelligent. Alors, c'est la position de l'Hôtel de Ville, puis du Conseil, pardon. C'est vous qui les avez fait venir, là, les gens de Québec. Oui. À mon initiative au Conseil de Ville. Le Conseil de Ville était absent depuis une semaine environ. Alors, moi, j'ai demandé aux gens, premièrement, je n'ai pas donné de position tant aussi longtemps que je n'ai pas rencontré mes confrères, consoeurs. Et un coup que ça a été fait, j'ai demandé à Hydro-Québec de venir. Et puis, comme je le disais, ils vont venir mercredi. Puis, à partir de là, les gens poseront les questions et poseront le geste qu'ils souhaitent. Moi, je me sens mal placé en tant qu'organisation municipale de dire aux gens, faites ceci ou faites cela. Oui, c'est ça. C'est comme vacciner des enfants. C'est pas votre rôle, là, en fait. Moi, c'est pas mon travail. Moi, j'administre les deniers publics avec le Conseil de ville. Et ça, on arrive dans une question personnelle. Si les gens souhaitent en avoir ou non, bien, ça leur appartient. Oui. D'abord, ils ont montré la séquence, ça peut être plus cher, moins cher. Alors, les gens, ils se gouvernent en conséquence. Je pense qu'ils sont assez intelligents pour prendre des décisions. Moi, personnellement, je ne crois pas que c'est le rôle d'un conseil de ville de dire aux gens on en veut ou on n'en veut pas. Ça, c'est ma position. Oui. Puis le conseil de ville partage ma position. Il était très heureux hier qu'on ait pu en discuter ensemble avant d'aller vers une position. Mais donc, ce mercredi, les gens pourront avoir des réponses. Je comprends bien, puis je trouve que c'est une bonne alternative de dire, bon, les citoyens, je comprends que vous avez des inquiétudes. Moi, je n'ai pas les réponses, mais on va faire venir les gens qui vont pouvoir vous informer correctement. Je ne suis pas un spécialiste, mais il y a beaucoup d'études qui circulent, puis Vous savez, aujourd'hui, sur Internet, je crois que les gens vont plus voir Internet que leur médecin de famille. Mm-hmm. Alors, les gens se réfèrent beaucoup à cette masse d'informations-là qui circule à gauche et à droite. Donc, à partir de là, je pense qu'il fallait donner de l'information et c'est Hydro-Québec qui est le mieux placé pour la donner, l'information. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on est allé. Bon, on continue à parler d'Hydro-Québec parce qu'hier, ils ont annoncé, la Régie de l'énergie a dit, bon, on vous permet de faire une hausse de 2,9 %. Eux, ils avaient demandé 3,9 %. C'est quand même une bonne augmentation. Puis on sait que ce n'est pas la première en 20 ans. Là. Il y en a quasiment toutes les années. C'est encore les ménages qui payent. Et là, en plus, ce qu'on dit, c'est que sur ce 2,9 %-là, il y a presque 2 %, donc 1,9 % qui est dû au programme éolien parce qu'en fait, on développe l'éolien à perte et c'est monsieur et madame tout le monde qui, en fait, paye pour ça. Et en plus, bien,
Hydro-Québec fait des profits records. Il n'y a pas un problème, là? Je sais que tu es peut-être en position où je ne sais pas. C'est un peu particulier parce que l'électricité, c'est un bien de consommation important. On le sait dans ces régions nordiques-là comment c'est important. Moi, je me souviens à l'époque, parce que je suis un peu plus vieux que toi, on avait l'huile, hein, c'était l'huile qui chauffait. Et Hydro-Québec, dans ces années-là, nous ont installés, puis on dit, bon, mettez-vous à la page, puis tournez, ça allait bien, c'était pas tellement élevé. Mais là, plus d'utilisateurs, plus de consommation, plus de profit, plus d'argent, plus d'installations. La filière éolienne, j'ai toujours eu de la difficulté à comprendre pourquoi que Hydro-Québec s'est engagé avec le gouvernement de ce côté-là, mais ça j'ai pas beaucoup de contrôle sur le fait qu'ils se sont lancés dans l'éolien. Moi, personnellement, je pense que l'hydroélectricité par les barrages, les centrales hydroélectriques, je trouve que c'est une bonne chose. Parce que si tu vas faire un tour en Basse-Gaspésie, là, tu iras dans le bout de Matane, là, puis les gens sont tannés de voir passer ces gros ventilateurs-là. Ça les dérange beaucoup. Moi, je sais qu'à Amqui, j'ai un de mes amis, là, puis Saint-Irénée, tout ça, ils sont un peu découragés de que ça brise le paysage, etc. Mais on ne peut jamais faire d'omelette sans casser deux. Maintenant, j'arrive à ta question principale. Ouais. Comment se fait que c'est élevé, puis qu'est-ce qu'on peut faire comme ça? Parce que, moi, en tout cas, ce qu'on entendait hier, là, j'écoutais un spécialiste qui disait... qui remettait en cause, en fait, pas ni Hydro-Québec, mais plus les appels d'offres du gouvernement. Qu'une fois qu'il fait les appels d'offres, il est obligé de développer, mais là, ça a des coûts, il faut les payer. Puis là, si ça n'en arrive pas, parce qu'on achète beaucoup d'électricité à perte. Et là, ça remet en question ces projets-là. Puis même, il y en a qui parlaient aussi des mini-centrales. Je sais qu'ici, on est content de la mini-centrale sur la 11e chute, mais ça a un coût aussi social au niveau du Québec. Ça. Évidemment, mais si on parle de coûts, là, je pense que tout le monde ne sont pas tout à fait... Moi, j'ai regardé certaines études aussi. En 2013, on payait 6,73 cents le kilowatt, pendant qu'au Danemark, on en paye 40 cents. OK. En Suède, c'est 20 quelques cents, et ainsi de suite. On dit qu'en Ontario, la facture d'électricité est 80 % plus élevée qu'au Québec. 2 fois plus élevée en Alberta, 3 fois plus élevée dans les villes américaines. Oui, on paye peut-être un certain prix, mais on paye probablement le prix le moins cher à l'heure actuelle sur la planète. Puis c'est une énergie qui est facile d'accès, qui en a toujours au bout du fil, si on peut dire. Donc, c'est pas plaisant de payer, c'est toujours trop cher lorsqu'on paye. Cependant, je pense qu'on a un service assez particulier. Là, les investissements, puis qu'est-ce que le gouvernement fait avec. Je suis allé dans une entrevue l'autre jour où on discutait avec les gens du gouvernement, puis ils disaient que, en fait, c'était à la 11e chute la dernière fois. Ils disaient que des surplus énergétiques, eux autres, c'est pas des surplus qu'ils disent, c'est de l'énergie excédentaire. Okay. Et si ça peut permettre de développer le Nord, puis les régions, comme, imagine-toi celui de Notre-Dame-de-Lorette, Girardville, là, ça va rapporter 920 000 là, par année pour les 20 prochaines années. Ça va nous permettre, je pense, de nous développer, puis justement de garder des petites communautés comme Notre-Dame-de-Lorette, Girardville, etc. Celui de Val-Jalbert, il tourne à plein depuis déjà quelques semaines. Ça rapporte 25 000 par jour à la communauté de Maria-Chapdelaine, de Domaine-du-Roi et de Mastoyache. Fait qu'à un moment donné, le MAMO a dit « Ah, développez-vous, développez-vous ». Un coup qu'on se développe et qu'on fait nos affaires, il y en a d'autres qui disent « Ah, c'est un barrage, c'est pas bon ». Moi, personnellement, je pense qu'un barrage, ça a une qualité. C'est que, premièrement, un coup que la turbine est partie, il n'y a presque plus d'entretien là-dessus. Ouais, c'est ça. C'est une énergie sûre. Puis pour toi qui as voyagé beaucoup, mon cher Pierre, des endroits où il manque d'électricité, puis le charbon en Chine, le gaz, le mazout à Cuba, où à tout moment donné dans la journée, le courant part, etc., les toilettes qui ne fonctionnent plus, les pompes. C'est vraiment un problème. Moi, je pense qu'on a un bon système, peut-être un peu cher, je l'avoue, mais justement, aujourd'hui, c'est d'actualité. Le premier ministre se fait poser pas mal de questions là-dessus. Probablement qu'il va y avoir un resserrement, mais Hydro-Québec, c'est l'État dans l'État. On a de la misère à contrôler cette grosse machine-là. Puis t'as beau les virer, ça vire pas de bord comme tu veux. Fait que je pense qu'il y a des processus. La régie de l'énergie, est-ce que c'est une bonne régie? Puis moi, en tout cas, je trouve aussi que des fois, on est prêt à donner notre électricité aux grandes entreprises en échange de... Puis souvent, l'échange est moi, je pense à l'investissement de 2 milliards que Rio Tinto est supposé de faire depuis 10 ans puis qu'il ne fait pas, mais ils ne nous rembourseront pas l'électricité. Là, Mais je trouve qu'on devrait faire profiter cette électricité-là aux moyennes entreprises, aux petits commerces, parce qu'eux, ça pourrait les aider à développer aussi économiquement. Ils sont tough. Ouais. Nous autres, on a eu de la difficulté à payer ici, là, dernièrement, au centre civique, puis ils nous ont coupé, ça nous a coûté 12 000 d'amende. Il a fallu déposer un chèque en garantie de 12 000 puis on l'a récupéré justement hier en séance municipale. Là, ils nous ont permis de cautionner le centre civique
Imagine-toi, on est une organisation comme la Ville, puis ces gens-là ne nous font pas confiance. C'est vraiment une grosse machine impersonnelle. Ça donne de l'emploi, ça fait de l'électricité, mais c'est dur à mener. Ouais. C'est dur à mener. On va voir. Oui. Ma prochaine nouvelle, c'est une bonne nouvelle, même si on parle de hausse. Hausse de taux de réussite en français au niveau collégial. Je ne sais pas si tu as vu passer ça, mais au dernier test, même le Cégep d'Allemagne est arrivé à 91 de taux de réussite. Parce que, ça n'avait pas été un bonbon à l'UQAC? Non, non, non. non, mais c'est vrai. C'est vraiment difficile. Puis moi, j'enseigne au Cégep et je vois les étudiants qui sont stressés, mais je pense qu'ils se préparent mieux à ça. C'est quoi l'importance du français pour toi? Primordial dans la société. Puis est-ce que tu trouves que parce que j'entendais un professeur qui disait on essaie de faire un suivi personnel à chaque étudiant, mais avec toutes les coupes, c'est difficile en fait d'arriver à ça. Moi, je pense, Pierre, que avec la venue des réseaux sociaux, là, puis les échanges, puis les chats, c'est fou. C'est incroyable. Moi, je regarde passer ça, les fautes, ça fait du bien. SA. Les gens ont perdu cette belle qualité-là d'écrire puis de pouvoir se comprendre. Puis c'est sûr que la langue française, c'est pas une langue facile à écrire. Il y a encore des règles qui sont difficiles même pour moi. Cependant, moi, j'écris à peu près quasiment pas de fautes. Des fois, j'ai des petites hésitations. Mais je trouve ça un peu malheureux. C'est notre langue, puis les gens... C'est vrai que dans les réseaux sociaux, on a l'impression que les gens acceptent qu'on puisse dire « c'est », on met juste un « c ». Voyons, ça prend une demi-seconde de plus. Moi, je trouve ça terrible. Moi, je trouve ça terrible. C'est sûr qu'on n'écrit plus des belles lettres en papier avec des belles phrases. On est dans un autre ère de communication. Mais je pense que c'est primordial que les gens puissent bien parler leur propre langue, puis l'écrire le plus possible sans faute. Il doit bien... Aujourd'hui, comme je te disais, les gens, il y a le plus sur Internet que le médecin. Ils devraient aller voir sur Internet. Il doit y avoir aussi des cours qui se donnent en français. Il y a quelque chose qui devrait se faire. Puis je sais que le ministère de l'Éducation fait des beaux efforts, mais quand les professeurs, comme tu le dis, ont de la misère à l'enseigner, ou qui ont de la misère, je veux dire, à le maîtriser. Bien, c'est parce qu'il faut un suivi des fois plus personnalisé avec ceux qui ont plus de difficultés, mais les budgets ne sont pas là. Là, on comprend là, qu'on est dans une période d'austérité, mais en même temps, il faut faire des choix, je pense, de société, puis dire c'est quoi qu'on priorise. Moi, je pense que l'éducation, ça devrait être en tête de liste. Là. Oui, c'est la priorité numéro un. Puis il y a un des candidats du Parti québécois qui en fait sa priorité. Je trouve ça intéressant qu'on se penche là-dessus parce que une population bien instruite, qui a des bons outils, peut aller plus loin. Bien, on le voit, là, même ceux qui offrent la gratuité scolaire, on pense aux pays scandinaves, en Allemagne, etc., on valorise les cerveaux, puis c'est certain que ça a un coût social. C'est un choix de société qu'on fait. Mais, mon Dieu, je pense que ça fait une société plus éduquée. Moi, je le crois, puis je suis tout à fait d'accord avec le fait que le français, il faut préserver la langue, puis il faut... Parce que le jour qu'on ne parlera plus juste en onomatopée, là, on écrit en onomatopée. Hein? Oui. Non, moi, je trouve ça... C'est le nouveau langage, puis il faut s'y adapter. Il y a deux types de langage. Parce que quand tu ne comprends pas le sens des mots qui est écrit, tu as de la misère à donner ton point de vue. Puis les gens ne comprennent pas. Des fois, on écrit une lettre, le gars est insulté, il dit « Qu'est-ce que tu me dis là? » « Oui, mais je t'ai juste dit ça. » « Ah, ça veut dire quoi? » Les gens ne savent pas la portée des mots puis la signification souvent. Quand j'étais jeune, ma mère, on jouait au dictionnaire chez nous. Ouais. Puis je pense que le plus gros problème, là, c'est que les gens lisent plus. Peu. C'est pas du tout. Ouais, ils lisent des gros titres, ils prennent pas le temps. Moi, je vois ça, puis je trouve que des fois, au niveau du vocabulaire, quand tu lis, tu t'intéresses, tu comprends. Mais c'est des choix qu'on fait. On est dans une société de consommation rapide. Hein? Ouais. Ma fille me dit des fois, c'est vieux. La toune, ça fait 6 mois qu'elle joue. Elle dit, c'est vieux, imagine. Ouais. Oui. Moi, nous autres, on a un truc qu'on fait à la maison. On n'a plus le câble depuis 20 ans déjà. Et puis, à la place, le soir d'écouter la télé, bien, on lit. Bravo. Oui, bien... T'es un modèle en soi. Je ne suis pas un modèle, mais T'es bon. J'ai des principes peut-être niaiseux, mais je les applique. Bravo. Fermeture de la machine à papier d'Alma. Là, après ça, on a Jean Tremblay qui est sorti hier parce que là, ils ont peur pour la machine de Kenogami. As-tu peur pour l'usine à Dolbeau? Bon. Ça, c'est la question numéro 1. 2, on met ça sur le dos de Greenpeace. Je pense pas que Greenpeace, je pense pas que c'est tout noir ou tout blanc, en fait, là-dedans. Parce qu'on voit comme Domtar ou Cascade qui se sont mis aux normes FRC puis ils n'ont pas de problème. Pourquoi Résolu ne le fait pas? Il y a plein de questions, en fait, que je n'ai pas nécessairement les réponses. Ouais. Je voulais avoir ton opinion. Je vais commencer par la fermeture de la machine à papier d'Alma. Oui, c'est inquiétant de voir ça. Si la résultante de ça, c'est que si le groupe Greenpeace a mis de la pression sur la pharmacie pour qu'il arrête de faire imprimer de papier, ça doit avoir un certain rapport, je le pense. Du côté de Kenogami, quand Best Buy a subi les pressions du groupe, ça a sûrement eu une influence. C'est inquiétant ici pour la papetière ici, parce que nous autres, c'est Canadian Tire qui utilise pour la circulaire. Je pense qu'il y a de l'inquiétude. Puis moi,
J'ai été surpris d'entendre la sortie de M. Tremblay-Alma, Chicoutimi. Je suis bien heureux qu'il ait sorti parce que moi, j'avais dit, s'il y a quelqu'un qui peut se lever puis qui se serve d'une certaine influence, bien, qu'il se lève. Bon, ses propos sont un peu forts. Ses propos sont à l'image du personnage. Un peu forts, mais j'ai eu des propos assez durs aussi, moi, à l'égard de Greenpeace, que j'ai qualifié de terroriste parce que quand tu es intégriste, terroriste, etc., c'est quand tu fais avec excès de zèle. Là. C'est ça, c'est l'extrême. Quand tu es rendu que Greenpeace fait des campagnes avec ils rentrent dans les écoles, les enfants de 8, 9, 10 ans, puis ils demandent de faire une campagne post-it en disant « on aime la forêt », etc. Eux autres aussi se servent de différentes méthodes. Moi, personnellement, Greenpeace, quand je regarde leur façon de procéder, d'abord, c'est l'opinion publique. C'est devenu un groupe de pression extrêmement fort. Je pense qu'on est un peu plus loin que ce qu'on était quand ça a commencé, là, protéger les baleines, etc. Moi, ma crainte, je vais te le dire, si les pressions qu'ils mettent sur les différents acheteurs fait fermer la papetière ici, puis ça va faire fermer la région, à l'heure actuelle, ils veulent s'attaquer à la forêt boréale. Puis la forêt boréale, là, c'est là-dedans qu'on coupe le bois puis qu'il repousse. Oui, c'est ça. Et ça veut dire demain matin... Pourtant, on a une bonne gestion forestière. Mais je le crois parce que c'est-à-dire la gestion de la forêt au Québec, c'est ça qu'il y a de meilleur dans le monde. C'est les pratiques les plus difficiles, les plus strictes et rigoureuses. Je parlais hier avec Gérald Poulain, qui est un ancien sous-ministre, en tout cas qui travaille dans le ministère de la Forêt. Il disait que même la forêt, comme elle était organisée au Québec, on n'est même pas capable d'entrer dans FSC. FSC, c'est encore plus compliqué ou plus restrictif. C'est devenu un peu une difficulté. Là-dedans, là, il y a l'histoire de l'entente Barry Moses, puis il y a l'histoire des caribous. La compagnie résolue d'Omtar ou autrement, eux, ils n'ont pas de pouvoir là-dessus. L'entente Barry Moses, c'est pas le résolu qui a réglé ça, c'est le gouvernement du Québec. C'est là que Lucien Bouchard est arrivé. Ouais. Mais moi, ma question, c'est... moi, je suis prêt à mettre une partie du blanc sur Greenpeace. Maintenant, résolu, on a l'impression qu'ils ne font pas grand-chose pour ça. Pourquoi d'autres papetières réussissent à rentrer dans les normes, puis résolu, fait qu'on n'a pas l'impression qu'ils font quelque chose? Parce que la grosseur des compagnies est différente. Okay. C'est la plus grosse compagnie forestière au monde entier, résolu. Alors, ils ont plusieurs endroits. Ils jouent de chaque côté de la frontière. Puis souvent, bien, ils vont aller du côté sud. Puis est-ce qu'il y a un lobby des autres compagnies américaines pour attirer les clients du côté du sud? On peut se poser la question. Ici, au nord, là, c'est la compagnie avec qui on fait affaire. Si eux autres, ils disparaissent, il reste Arbec, il reste Domtar, il reste Tembec, il n'en reste plus beaucoup. L'industrie forestière, Pierre, ça va être une chose, c'est l'industrie qui fait travailler le plus de monde au Québec. C'est l'industrie qui remporte le plus d'argent au Québec, plus que l'aéronautique. Ouais. Alors, c'est un fondement de notre société au Québec. Alors, si on arrête de cultiver la forêt, d'abord les arbres, Pierre, là, il faut que tu les coupes de temps en temps parce que sans ça, ils tombent à terre. Ils se font manger par les bébites. Mais à un moment donné, il faut les cultiver ou les récolter. Puis après ça, les pratiques forestières de ces compagnies-là, Abitibi, Price, Abitibi, Wawata, etc., aujourd'hui résolues, il y a 20 ans, est-ce qu'il y avait des bonnes pratiques? Peut-être que non. Aujourd'hui, ils se sont beaucoup améliorés. Puis il y a 2 ans, ou il y a 1 an, quand ils ont perdu ou suspendu la certification, mais qu'est-ce qui a changé d'un an à venir aujourd'hui? Même FSC change son fusil d'épaule. Ils les avaient soutirés, ils l'ont remis. C'est un jeu de yo-yo. Ouais. D'abord, on croit une norme quand elle est durable et elle est stable. Là, je te l'enlève, je te le redonne, je te le relève. Moi, ce qui me dérange, ce qui me choque, c'est que Greenpeace fait partie de celui qui donne ou qui enlève la norme. Oui, c'est ça. Ah, ben là, il y a quelque chose qui est... Peut-être qu'il a résolu pas les 4 pieds blancs, mais Greenpeace... Non. Ça là-dessus, je ne leur donnerai pas le bon Dieu sans confession. Puis je pense qu'ils tiennent en otage une population complète. Parce que si la papetière puis l'industrie forestière ferment ici, dans le nord du lac Saint-Jean, prépare tes bagages, on va être obligé de déménager parce qu'il n'y aura plus d'ouvrage. Je veux dire, on travaille de la forêt, tous les garages, tous les équipementiers, c'est tout un pan de mur là, qui tombe. Puis, est-ce que le gouvernement, je pense que le gouvernement provincial, avec M. Trottier, puis maintenant avec M. Couillard, je pense qu'ils ont des actions, mais le gouvernement fédéral, à l'époque où, par exemple, l'industrie automobile n'allait pas bien, ils ont investi des milliards, puis quelques millions dans l'industrie forestière. Est-ce qu'ils ne sont pas en train d'abandonner un peu cette industrie-là? Bien, les 2 paliers de gouvernement à l'heure actuelle pourraient en faire beaucoup plus. Okay. C'est à eux, entre autres au Québec, à aller défendre notre position puis dire que l'industrie forestière est correcte puis fait bien ses choses. C'est pas juste le ministre des Forêts. Ça prend le premier ministre, ça prend le gouvernement au complet. Alors moi, j'exhorte le gouvernement du Québec à faire ce qu'il faut pour aller voir tous les acheteurs de papier puis leur dire qu'ici, la forêt, on s'en occupe et très bien.
Deuxième chose, le gouvernement fédéral, c'est par rapport aux caribous forestiers. C'est lui qui impose cette norme-là. Les arbres de caribou, ça se promène. Dans le temps, il était au nord des États-Unis. Il monte avec le développement. Avec le développement, ça monte dans le nord. Et puis, je pense que le gouvernement fédéral a un rôle à jouer aussi, et d'autant plus qu'on a deux ministres extrêmement influents, autant au fédéral qu'au provincial. Alors, j'espère qu'ils vont nous donner un coup de main pour garder la région en vivante, parce que c'est carrément, que juste une déclaration. C'est carrément l'asphyxie, là. C'est l'épée de Damoclès à tous les jours. Ça fait longtemps qu'il y a une crise dans l'industrie forestière, puis là, on sentait qu'on est en train de s'en sortir, puis là, tout ça arrive. Il y a eu le rapport Coulombe, il y a eu l'erreur boréale. Ça n'arrête pas de nous tomber sur le dos, là, ça n'a pas de bon sens. Moi, je regarde puis là, je reviens un peu au groupe environnementaliste. J'ai connu l'époque de l'histoire des îles de la Madeleine, moi, avec le phoque, puis le Blanchon, puis Brigitte Bardot. Oui. Les Madelinos, là, eux autres, avec un gourdin, ils tuaient l'animal qui avait une journée ou deux, paf, un petit coup sur la tête. C'est sûr que ça fait de la peine parce que c'est un bel animal. C'est un animal fétiche, c'est un beau petit, il est donc bien beau. Mais eux autres s'occupaient de la fourrure, ils s'occupaient de l'huile, ils s'occupaient de tout. Ils mangeaient, ils faisaient des mocassins, etc. Et Mme Bardot, dans sa grandeur d'âme et dans son amour des animaux, est venue dire « Arrêtez ça ». Ce que ça a fait, c'est que le stock de morue a descendu aussi. Puis les Madelinos, qui étaient des pêcheurs, sont devenus des chômeurs parce qu'il ne reste plus de morue. Fait que c'est difficile de débalancer tout ça. Là. Puis les caribous forestiers, je m'excuse, mais il y en a une autre espèce en voie d'extinction, ça s'appelle l'homme. Si on n'a plus de travail, si les caribous sont gras comme des voleurs, puis qu'on est mecs comme des clous, une boîte à lunch vide, nous autres aussi, on va avoir un problème. Il va falloir qu'on remonte vers le nord, qu'on descende vers le sud. Mais il y a une chose que je ne souhaite pas, moi, c'est qu'on se ramasse chômeurs sur le bitume, puis sur l'asphalte à Montréal, au plateau Mont-Royal, à crever, puis à roter l'eau monde. Non, monsieur. Parce qu'en ce moment, c'est difficile pour les régions, puis je pense que là... Tout est centré vers Québec et Montréal, puis les yuppies du plateau, eux autres, ils dirigent le Québec de partie où ils sont là. Moi... Oui, ça me faisait rire de voir Greenpeace qui met la banderole sur le Mont-Royal en faisant hey, « Vous êtes loin du bois, hein? » Oui, puis moi, je voyais Nicolas Mainville quand j'avais une entrevue à ma TV, puis je le voyais derrière, tu voyais Molson, puis la boucane de la ville, puis il nous parle d'écologie. Nous autres, là, c'est-à-dire la nature, là, on ne le regarde pas sur un écran de télévision ni d'un écran cathodique. On vit dedans, au milieu de. Alors, qui sont mieux placés pour savoir comment est-ce qu'on... Moi, tu le sais, hein, quand quelqu'un vient me dire « Fais ça, c'est bon, puis ça, c'est pas bon, ça, j'ai horreur de ça. » Je suis assez grand pour prendre mes décisions, puis les gens sont assez intelligents pour faire la différence en jeter de l'huile dans l'eau puis couper un arbre. Ben oui. Quand on coupe un arbre, on ne tue pas la forêt. On cultive, puis nos générations qui nous ont précédés, nos grands-pères, nos pères qui étaient des bûcherons, des scieurs, etc., c'est un métier noble. Ben oui. Le bois, regardez, il y a une table en bois, elle n'est pas en plastique. Greenpeace, je me demande qui est derrière eux. Tu sais, c'est-tu des lobbies d'acier, des lobbies de plastique? Le siège social est en Allemagne? Non, mais on peut se la poser. Mais eux autres, ils ont juste ça à faire. Hein? En tout cas, ce que je suis content de voir, c'est qu'au moins, tu n'as pas la langue de bois. Bon. Bravo. Bol-d'or d'improvisation, c'est annoncé, ça revient encore pour une... Je sais plus Quel bel événement. Quel bel événement. Oui. C'est dynamique pour la ville, quand même, d'avoir ça. Puis il y a des gens de partout. Puis moi, gravitant dans le milieu de l'improvisation depuis, écoute, trop longtemps. Puis t'es bon à part de ça. Oh, en tout cas, on fait notre possible. Partout au Québec, j'étais encore faisant un spectacle d'impro à Montréal samedi, puis les gens me parlent « Ah oui, ça va être le Bol-d'or, on va y aller, etc. » Tu fais « Wow, tu sais, c'est une renommée provinciale pour Dolbeau-Mistassini dans le milieu de la culture à cause de ça. C'est un bel événement que vous avez créé. Puis moi, quand j'étais dans l'entreprise privée, j'ai toujours investi là-dedans parce que je crois que c'est un beau rassemblement de jeunes personnes, plus vieilles aussi, puis qui ont des idées. C'est comme, ça nous chatouille l'esprit. Moi, j'adore ça. Oui, puis c'est ludique, ça nous change d'air. C'est fou comme ça se peut pas. Puis depuis quelques années, bien, en tout cas, ça a le lieu au centre, c'est-à-dire au foyer de la salle. Là. Je trouve ça très, très beau. Puis moi, je trouve que c'est un bel événement. Je vous félicite, je trouve ça super le fun. Et je annonce officiellement, la Légion bavaroise sera encore là cette année. Bravo, bravo. Avec les mêmes partenaires? Avec les mêmes équipes que l'an passé. Toujours? Oui, tout le temps. C'est des vieux chums, nous on fait ça pour le plaisir. Ah, mais vous êtes fous comme c'est pas possible. Les Jeux du Québec, j'en parle pour 3 raisons. Premièrement, là, on a eu les Jeux du Québec à Alma. Je voudrais que tu me dises, c'est quoi pour toi l'importance de recevoir les Jeux du Québec dans la région? Deuxièmement, parce que les Jeux du Québec viennent de se terminer, la région a égalé son record de médailles, 31 médailles. Donc, on sent que le milieu sportif est en santé dans la région. Et finalement, ça fait 30 ans que Donzi a pris sa retraite. Oui. C'est quel impact? Quel impact ça a eu? Je ne sais pas si tu as des souvenirs par rapport à ça. Bien sûr, parce que moi, je m'occupais du volet d'animation culturelle à l'époque. Okay. C'était d'ailleurs, je complétais mon baccalauréat, c'était mon stage pour mon bac en animation culturelle. Okay.
J'avais choisi le lieu de stage des Jeux du Québec en 85. OK. Et puis, j'étais impliqué de très près à l'intérieur de tout ça. C'était la première fois que la population et de Dolbeau et de Mistassini se faisait vraiment corps pour prouver qu'on était capable d'organiser quelque chose. C'était à l'époque du maire Brassard qui avait décidé que ça se faisait chez nous, à Dolbeau-Mistassini. Puis oui, ça a eu un impact. Premièrement, de rapprocher les deux communautés ensemble, c'était le premier impact ici. Avec la tempête du siècle aussi. La tempête du siècle me rappelle ici en arrière, là, au Chevalier de Colomb, je vois encore arriver l'animateur de Radio-Canada. Oh non, il mouillait à Sio. Ça a été vraiment difficile quand on était au cœur de la tempête, mais ça a permis le rapprochement des gens. Aussi, c'est que les Jeux du Québec, ça a aussi la fonction de mettre les jeunes en forme, de se contacter entre eux, puis de créer des amitiés. Hein? Des fois, tu peux connaître quelqu'un des Jeux du Québec de telle ou telle région, tu gardes des liens. Pour Alma, c'est une belle réussite qu'ils vont faire probablement. À Dolbeau-Mistassini, en 85, c'était audacieux. C'était la plus petite ville qui organisait les Jeux du Québec. Puis dernièrement, on a eu une rencontre avec Guy Godbout et toute son équipe. Fait que les gens se sont remémorés des bons souvenirs. Est-ce que ça pourrait revenir? Probablement. Est-ce qu'on a toutes les installations qu'il faut? Peut-être que non. Moi, je crois que si on avait une nouvelle piscine, on va en avoir une. On va en avoir une. On va prendre de l'argent pas mal, en tout cas. Si on pouvait avoir ce nouveau complexe sportif-là, on travaille là-dessus à l'heure actuelle, ça pourrait nous permettre d'envisager de pouvoir organiser des jeux, mais ça nous prend des équipements. Puis présentement, il nous en manque un peu pour tenir une compétition. Parce qu'à l'époque, écoute, quand ils ont fait l'arrêt notre poche, c'était pour ça. C'était pour ça. C'était pour faire le volleyball. Puis on s'est rendu compte que la toiture était trop proche, c'était pas assez haut. Il avait fait les frères de l'instruction chrétienne, ont construit un gymnase très rapidement pour pouvoir tenir les compétitions. On manquait un peu d'installation. Oui, c'est ça. Fait que là, ça prend une ville assez grosse pour pouvoir avoir toutes les installations nécessaires. Mais à l'époque, c'était juste Dolbeau. Maintenant, avec Dolbeau-Mistassini, est-ce que ça pourrait être... Mais à l'époque, il y avait des compétitions qui se tenaient des deux côtés. Oui, sûrement. Ben là, il y avait du judo d'un côté, il y avait toutes sortes de choses. Mais c'est pas impossible de rêver à ça un jour, mais c'est pas dans les cartons de la ville là, pour les prochaines années pour l'instant. On va s'occuper de nos affaires, on va s'occuper d'avoir une piscine. Une piscine. Ça, c'est pas mal la chose qui nous importe le plus. Puis vu qu'on ouvre un peu la porte, ça va prendre beaucoup d'argent puis beaucoup d'implication des gens du milieu. On a formé des comités à l'heure actuelle puis on travaille là-dessus. Parfait. On espère avoir ça bientôt. Mon maillot de bain est prêt. Oh, ton petit casque aussi. Oui. Ton braillet. Bon, on va parler... monsieur, je pensais qu'il n'y avait rien qu'une page. Non. Écoute, là, on s'en va... moi, j'en ai encore une autre page après. Il faut que je fasse mon temps. Hein. Vas-y. Ouais, là, on va aller dans le national. Ouais. Élection partielle dans Richelieu hier. Le Parti québécois a remporté avec une plus mince avance. Oui. Quelle importance... 5 fois plus petit. Ouais. Quelle importance ça a d'avoir remporté cette élection-là dans le contexte aujourd'hui et de voir aussi... Bon, par exemple, les libéraux n'ont pas fait de gain. Est-ce qu'ils... Mais de ton souvenir, tu suis ça, la politique. Oui. Les élections partielles, c'est rarement le parti au pouvoir qui gagne les élections partielles. C'est rarement intéressant. C'est plate à dire, mais c'est vrai. C'est plate pour le candidat. Mais... Non, mais là, c'est parce d'une partielle, moi, en ouais. passant municipal parlant. OK. J'étais élu d'une partielle. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, ça a une certaine importance pour le Parti québécois. Ils vont pouvoir se regaillardir un peu. Oui, surtout dans la course à la chefferie. Oui, ça va leur donner un peu d'éclairage sur leur parti puis leurs idées. Alors moi, je pense que ça aurait pu être n'importe qui, mais je n'ai pas suivi, évidemment. Je regardais rapidement. Puis je pense que le candidat, qui est un ancien animateur de radio, de télévision, tu sais, ça prend les communicateurs. Ouais. C'est ça que les gens recherchent. Tu l'as vu aussi avec François Paradis, qui était élu du côté de la Rive-Sud de Québec. Puis on voit comment c'est important. Je reviens sur le dossier Yves Bolduc, que j'ai l'impression qu'il c'est pas une mauvaise personne, mais tellement mal conseillé. Et au niveau, justement, de l'image publique et des déclarations, c'est là que tout s'est joué. Les communications, M. Turcotte, sont très importantes. C'est pour ça que le conseil de ville... Un agent de communication. Voilà. Et voilà. Voilà. De ça, on parlait à la course de direction du PQ parce que c'est deux liens. Oui. Moi, je vais t'avouer, au départ, j'étais là, course à la direction, on veut faire une course pour faire de couronnement, mais avec l'avance de Pierre-Carl Pellado, j'ai l'impression qu'on va perdre beaucoup d'intérêt dans cette course-là. Finalement, je trouve que pour la région ici, M. Cloutier tire son épingle du jeu, arrive avec des belles propositions, me semble rassembleur. Oui. Je ne suis pas prêt à acheter ma carte du Parti québécois, mais je trouve ça intéressant, en fait, ce qui se passe. Alexandre Cloutier fait une course extraordinaire à l'heure actuelle. Ce que je vois, là, les autres candidats sont presque décalés, même ceux derrière lui. Qu'on parle de Drainville, Martine Ouellette, il y en reste d'autres, Pierre Serré. Ouais. J'ai surveillé ça quand Jean-François Lisée a dit « Les gens du Parti québécois veulent avoir leur moment Pierre-Carl. » Je pense qu'il avait assez raison. Il a fait une bonne lecture.
Je crois que Cloutier ne peut pas... je serais très surpris qu'il remporterait. Ouais. Mais en même temps, rappelle-toi Stéphane mais c'est Dion. vrai. Rappelle-toi Stéphane Dion. Oui, je me rappelle Stéphane Dion. Je me rappelle aussi de Jean Charest aussi, à un moment donné, qui avait passé très près à la dernière minute. Il y avait eu une course avant ça, mais ce que je voulais en venir, c'est que j'étais un petit peu déçu d'une certaine chose, c'est qu'il n'y aura pas de débat organisé par le parti dans la région du Lac-Saint-Jean. Ils n'ont organisé un, là, le PQ régional, là. Oui. Mais national, il n'y aura pas de débat Ouais. dans la région du Lac-Saint-Jean. Moi, je trouve ça décevant. Tu sais, quand on dit parti des régions, etc., là... Bien, surtout qu'ici, ça a toujours été... Il y avait quand même là, 5 députés péquistes là, Ouais. lors du dernier gouvernement. Oui. Là. Puis en plus, M. Cloutier, il n'a reçu aucun appui des députés péquistes de la région. Je suis un peu surpris, moi. Ouais. Je trouve que l'esprit régional, là, j'ai trouvé que ça m'a fait drôle un peu d'entendre ça, du fait que ni les anciens ni les nouveaux députés actuels là, ne peuvent donner leur appui aux gars du coin. Je suis un peu surpris. Ben, peut-être que ça va venir, je ne sais pas. Mais c'est vrai que Je suis surpris de ça. Puis que ça, c'est ma première surprise. Puis la deuxième, qu'ils ne tiennent pas de débat national sur le Parti québécois ici dans la région du Lac-Saint-Jean, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je trouve ça... ça fait drôle de voir ça quand tu entends qu'il n'y aura pas de débat dans la région. Il va en avoir un succédané un peu, là, un petit débat régional. Correct, c'est bien bon, mais j'aurais aimé qu'il y ait un vrai débat d'envergure ici. En tout cas, moi, je trouve que... Ouais, je comprends la déception. Mais je trouve qu'Alexandre Cloutier, il est bon. Où il est bon, là, c'est qu'il sort de ses paradigmes. Il nous apporte vraiment des solutions, un éclairage différent. Ouais, je pense un vent de fraîcheur. Autant au PQ que dans le reste de la politique, en ce moment au Canada, on a besoin de ce jeune homme-là, ça. Alexandre Cloutier, que je ne connais pas personnellement, j'ai rencontré à quelques occasions. Moi, je le trouve bon. D'abord, il est beau garçon, il est intelligent, il parle bien, il a de l'éducation, il a une bonne instruction. Puis comme tu le dis, il sort des sentiers battus quand il parle de mettre l'éducation en premier lieu. Quand il a dit à tout le monde en parle, écoute, si on n'est pas capable d'avoir 1 million, là, où est-ce qu'on s'en va avec cette affaire-là? Ouais. Il est franc, il est direct, il n'a pas beaucoup la langue de bois, il est assez direct. Moi, je trouve que probablement qu'il va rester dans le giron, puis probablement qu'il va avoir un rôle bien important après si le Parti québécois élisait Pierre-Carl, Pelado, puis que le PQ prendrait le pouvoir, c'est sûr que... Il y aurait une belle place. Que va faire Stéphane Bédard? Bonne question. Hein? Bonne question. Moi, j'ai été surpris qu'il ne se présente pas à la chefferie, mais en même temps, peut-être qu'il y a d'autres aspirations. Je ne sais pas. Mairie de Saguenay? Je voulais pas le dire, mais... J'ai le droit, moi. Oui, tu as le droit. Oui. Moi, je pense que... Je sais pas si on est-tu entendu au Saguenay ici avec ça? Oui, on est entendu partout à travers la planète. C'est sur Internet. Non, je crois que Stéphane Bédard pourrait regarder la politique de Saguenay. Je pense qu'il pourrait avoir des chances. Je pense que ça ferait du bien à Saguenay. Bon, ça, c'est moi qui l'ai dit. Bon, ça, c'est toi. Autre chose que je voulais dire par rapport à ça, quand tu disais toutes les qualités qu'Alexandre Cloutier avait, puis je trouve c'est quasiment toutes les tiennes, à part beau garçon. Non, je taquine. Je vais aller jouer de l'impro. Oui, c'est correct. Je vais te ramasser, tu vois. Hey, deux autres sujets qui vont ensemble. Là, projet de loi 20, démission au CHUM. C'est gros ça. Il y a beaucoup, tu sais, quand tu vois les démissions, puis les gens disent on se sent comme si on était une dictature. Puis avec comment qu'on voit aussi que le projet de loi 10 puis le projet de loi 20, où il va y avoir des nominations par une personne. Es-tu en train de perdre un peu un contrôle démocratique de Moi, la santé au Québec? Moi, je l'avais dit au mois de septembre-octobre, je ne me rappelle pas la date précisément, quand tu as annoncé que le projet 10 puis tout ce qui s'en venait, là, moi, j'ai dit on va avoir de la misère à avoir le contrôle sur notre affaire ici. Ben oui. Puis, tu sais, il y a des emplois qui sont en jeu à l'heure actuelle. Là. Il y a des gens qui sont inquiets, ils ne savent pas où ils vont aller ici. Là. Je ne nommerai pas personne, mais ils se connaissent. C'est inquiétant. Puis en plus, c'est que les contrats qui sont donnés ici, les sous-traitants, etc., moi, je donnais l'exemple. S'ils font un contrat de céramique dans l'entrée d'hôpital, c'est un gars de Beaumistassine qui va faire ça. On n'est plus sûr. Je suis plus certain de Mais ça. non. Donc, le ministre Barrette, le ministre de la Santé, a décidé qu'il allait dans cette direction-là. Il est comme un train, il n'a pas l'air à arrêter beaucoup. Non, puis c'est un énorme pouvoir de dire je nomme le conseil d'administration. Là. Écoute, je ne me rappelle plus des données, mais il y avait son nom, je ne sais pas combien de centaines de fois dans le projet, le ministre. Imagine-toi qu'il va contrôler la moitié du budget de la province, à lui tout seul. Non, c'est gros. C'est gros. Mais il y a une affaire, par exemple. Ouais. Tous ceux qui se sont cassés les dents avant lui, hein, Rochon, Marc-Yvan Côté, Bolduc, Couillard, Legault, tout le monde a essayé de faire son affaire. Moi, je me dis, peut-être que c'est pas très élégant ce qui se passe, ça brasse pas mal fort, mais s'il y a quelqu'un qui peut réussir, c'est peut-être lui, la réforme.
Est-ce que c'est bon ou pas bon? On jugera l'arbre à ses fruits. Ouais. Mais moi, j'ai hâte de voir parce que j'ai l'impression qu'aux 5 ans, on fait une réforme dans la santé qui prend 4 ans à être mise en place. Fait que finalement, on n'a pas tellement le temps de voir si ça fonctionne ou pas. Mais il y a clairement un problème au niveau de la santé. Il faut faire quelque chose. Je trouve juste que je trouve que c'est de la centralisation régionale qui se passe. Je suis d'accord avec toi. Puis là, on va nous dire, on va te décentraliser en région, si tu veux, mais on va te donner moins de budget que ce que nous, on avait pour gérer. Ouais. Fait que organise-toi, puis après ça, on va te dire, ah ben ça n'a pas marché. Ouais, mais donne-moi le... Je trouve ça tough. Nous autres, écoute bien, on l'avait vu, ça allait s'en aller à Saguenay. C'était écrit dans le ciel. Puis même, moi, j'avais parlé au sous-ministre parce que suite à ça, j'avais donné quelques coups de téléphone. Puis j'ai dit, on peut pas accepter une chose comme ça. Il dit, c'est pour ça qu'on fait une réforme. Est-ce qu'il va se perdre des emplois? Il dit, c'est pour ça qu'on fait la réforme. Et est-ce que les contrats vont se donner ici? Il dit, ça va être celui qui va avoir le meilleur prix. J'ai dit, regardez, là, on n'a plus rien à faire. Là. Vous avez décidé, puis en plus, le gouvernement à l'heure actuelle est majoritaire. Alors, c'est le bulldozer, puis ils font le programme tel qu'ils souhaitent. Il n'y a pas beaucoup d'opposition qui est capable de les arrêter. On jugera l'arbre à ses fruits. Oui, puis avec le projet de loi 20 aussi, là, c'est tout le débat sur le travail des médecins. Travail assez, pas assez. Ben écoute, là, je peux pas juger. Moi, je suis d'accord sur le fait que moi, je suis moins long à gérer qu'une personne âgée qui a une maladie chronique. Là. Ouais. Mais là, il faudrait voir les feuilles de temps, comment ça fonctionne. Je n'ai pas nécessairement toutes les données. Ouais. Mais moi, j'ai plus peur au niveau des médecins de famille parce que ça n'encourage pas la médecine de famille, en fait. Là. Je veux dire, à cette heure, ils vont tous devenir, les médecins ils deviennent de plus en plus des spécialistes parce qu'ils ne veulent pas faire ça, puis parce qu'ils sont plus payés en plus en étant spécialistes. J'ai un peu peur. C'est une grosse réforme. Quand tu regardes juste à Jonquière, là, il y a 7000 personnes qui n'ont pas de médecin de famille. Aïe, aïe. C'est beaucoup de monde. Là. Ouais. Fait que, puis C'est inquiétant. Les médecins vieillissent. Là, je veux dire, moi, je suis chanceux, j'ai un médecin de famille à Dolbeau-Mistassini. Pour combien de temps encore? Ouais. T'sais? Quand ton médecin il prendra sa retraite pour tes enfants, etc. Exactement. C'est bien inquiétant. On est devant l'inconnu, puis on souhaite que ça fasse un bon résultat, mais il n'y a personne qui sait le résultat à l'heure actuelle. On va donner une chance au coureur. On va donner une chance aux coureurs, puis comme je te disais, on verra à la fin comment ça a été, mais oui, on a une certaine inquiétude, en espérant que ça fonctionne bien. Oui. As-tu vu que le site du Bloc québécois a été piraté par un groupe albanais? T'as pas vu ça? Non, je viens de le voir. Ben sur non, ton écoute, écran. hier, le site du Bloc québécois a été piraté. Là, quand tu allais sur le site du Bloc québécois, là, je suis allé, moi, juste pour voir. Puis là, c'était écrit en anglais. Là, je ne me rappelle plus du nom, mais c'est un groupe islamiste radical qui est basé en Albanie. Et eux ont fait ça pour dénoncer la position du Bloc sur le port du niqab lors d'une assermentation de citoyenneté, en fait. Mon Dieu. Mais là, tu fais... Hey, je peux pas. Moi, en fait, ma réflexion, c'est que je peux pas croire qu'en Albanie, on suit l'actualité. On s'intéresse au Bloc québécois, ce qu'ils font ici, quand ici, le Bloc québécois, on s'y intéresse plus ou moins, en Nous fait. autres, le Bloc albanais, ça nous fait Ben quelque non, chose. mais c'est ça. En tout cas, Le Bloc québécois, mon Dieu, il y a une popularité que j'ignorais. Là. Ouais. Je regarde un peu ce qui se passe, malheureusement. Ça va être difficile. C'est difficile. Les prochaines élections vont être extrêmement difficiles, mais je n'avais pas vu qu'il y avait des Albanais. Mais oui, c'est une anecdote, puis je trouve trouvais ça... Je trouve ça un peu rigolo, oui, d'une oui, certaine c'est ça. manière, mais je pense que le chef, à l'heure actuelle, il y a une certaine ligne de conduite, puis mon Dieu Seigneur, il ne s'en fâche pas d'un queue de cerise. Hein? Ben, moi, mon père j'ai disait l'impression, souvent... honnêtement, là, Ouais. Honnêtement, là, je pense que c'est la disparition du Bloc québécois lors des prochaines élections fédérales. S'il en reste, il va en rester très peu. Ouais. Ça va devenir un Mais parti déjà, marginal. il en Il est déjà reste très peu. marginalisé. Oui, oui. On va aller rejoindre T'sais- les rangs du parti marxiste-léniniste. Probablement. Non, mais ça va avoir été une belle histoire, en tout cas. Oui, oui. Mais tu sais, c'était supposé de faire un temps, faire une job. C'était supposé de. Oui, oui. C'était supposé d'avoir une fin, puis un début, puis une fin. Mais là, il s'accroche, il s'accroche, il s'accroche. Je ne leur donne pas beaucoup de chance, malheureusement. On va voir. Tu as sauté d'émission au CHUM. Ouais, démission au CHUM aussi. Ben, ça allait un peu que le projet de loi 20 de dire... Oui, je comprends. parce que là, il démissionne, puis pourquoi il démissionne? On sent comme s'il y avait un climat de terreur ou de dictature au niveau de la gestion du CHUM. Là, on demande au premier ministre d'intervenir. Là, c'est rendu gros. Puis le CHUM, de toute façon, c'est un éléphant blanc depuis le début. Là. C'est là que j'allais dire. Moi, je voulais dire écoute, que c'est- ce qui se passe avec le ministre de la Santé, c'est comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Hein? Oui, parce que là, on revient à Arthur Porter, on revient, tu sais, il y a beaucoup d'histoires, puis là, je trouve que c'est difficile. Là. Ouais. C'est difficile. Là, il essaie de reprendre l'ancien, le directeur qui vient de lâcher, il essaie de le remettre à sa place. Et c'est tout. Eh oui. Là, je te dis une affaire. Ça, là, c'est ce qui peut faire dérailler là, l'histoire. Là. Ça, là, précisément. Si le premier ministre intervient, c'est parce que le loup est dans la bergerie puis ils sont inquiets, d'après moi. Ben oui, puis tu sais, en tout cas,
il y a aussi un rapport étrange. Il faut se rappeler là, qu'il n'y a pas si longtemps, là, M. Barrette, il négociait pour les médecins. Il connaît toutes les ficelles du syndicalisme de l'association des médecins. Oui. Puis là, de l'autre côté, il traverse la clôture et après ça, bang! Ouais, ouais. C'est lui qui a causé la perte du Dr Bolduc. Hein? Oui. Dr Bolduc à l'éducation. Mais oui, ben là, puis rendu à l'éducation, il a causé sa perte tout seul. Là. Absolument. Oui. Bon, donc on ne reviendra pas là-dessus. On ne reviendra pas là-dessus. Hey, projet de loi C-51, on commence à étudier ça cette semaine. Moi, bon, sans rentrer dans les détails, je veux savoir... Moi, j'ai l'impression qu'on est un peu à l'époque de la chasse aux sorcières. Tu sais. Là, à cause... Parce que, bon, oui, ben, il y a une certaine insécurité mondiale qui se passe. Je pense qu'on le voit avec les attentats qu'il y a eu un peu partout. Maintenant, on le sait aussi... politologue que je suis, que toute la notion de sécurité, ça avantage toujours les partis au pouvoir. Donc, est-ce qu'on joue là-dessus avec ça? Est-ce qu'on donne trop de pouvoir? Est-ce qu'on va perdre une certaine liberté? Parce que, il ne faut pas oublier, en tant que politologue, quand on enseigne le type de dictature, OK? Là, je vois loin, là, vous allez me dire, mais une dictature autoritaire, par exemple, ce qui se passe en Russie, c'est un gouvernement élu démocratiquement qui, tranquillement, enlève les droits et libertés à travers la démocratie. Donc, en passant des lois comme la loi C-51, où on va limiter la liberté des citoyens canadiens, où on va augmenter le pouvoir policier. Faut-il avoir peur ou... Là j'exagère là, en parlant de la Russie, on s'entend, mais tu sais, il y a des indices, là. Moi, à la première vue, il y a deux choses qui m'inquiètent. Premièrement, le pouvoir policier, l'État policier, ça m'inquiète. Puis de l'autre côté, avec tous les attentats qu'on a vus ici au Canada, puis à Saint-Jean-sur-Richelieu, là, on est devant on a comme deux chemins. Et je pense que le gouvernement Harper profite de cette situation-là. Ouais. C'est électoraliste, à mon point de vue. Oui. D'ailleurs, quand tu vois des anciens premiers ministres qui commencent à être inquiets de cette affaire-là, le gouvernement Harper, il y a une ligne de conduite aussi. Il joue son va-tout lors des prochaines élections. Parce que ça n'allait pas bien dans les sondages. Puis avec les attentats, on ne se mentira pas, ils ont remonté dans les sondages. Puis la réalité, là, c'est que depuis 10 ans, des morts dues au terrorisme au Canada, il y en a eu 2. Ouais. Mais par exemple, des morts de femmes autochtones disparues, où il y en a eu 1800, puis on ne fait pas grand-chose. T'as raison. On n'est pas 2 poids, 2 mesures. Probablement. Je te corrige, ce n'est pas 2, c'est 3. Oh, il y en a eu deux à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y en a un qui a été heurté, puis l'autre Oui, c'est vrai, tu as raison. Puis le troisième, mais à tout événement, oui, quand tu fais le parallèle entre les femmes autochtones en Alberta puis un peu partout qui sont battues, violées puis tirées dans la rivière, je trouve ça abominable. Mais surtout qu'on ne fasse pas grand-chose. Oui, c'est... Parce que si c'était des femmes blanches, là... Ça ne serait pas la même chose. Je me rappelle du procès de Picton en Colombie-Britannique. Moi, je pense que ça fait beaucoup de sujets et à l'heure actuelle, le gouvernement Harper essaie de tirer son épingle du jeu puis essaie un peu, d'après moi, de profiter de cette situation-là d'instabilité politique dans le monde entier. Ce qui se passe avec l'État islamique, ça nous glace le dos, hein? Ça nous glace le sang, c'est incroyable, ça nous fait froid dans le dos. Et moi, je suis particulièrement choqué de ce qui se passe. Tu sais, tu vas me dire, quand ça tranche des têtes, là, puis ça fait une mise en scène cinématographique... Puis là, ça détruit le patrimoine de l'humanité en ce moment. Ça n'a pas de bon sens, ça. C'est pas possible de briser des statues, mais tu sais qu'eux autres, la reproduction d'un visage avec une divinité... En Inde, j'ai vu des trucs, C'est pas croyable qu'on s'attaque à l'histoire de même. Donc, je ne sais pas qui va mettre la main... Les terroristes, ils ont toujours un pas d'avance sur nous autres. Faire sauter des enfants avec le groupe Boko Haram dans mais là, moi, je fais l'avocat du diable. Parce que on est dans tout ça. Non, c'est correct, c'est pas de problème. C'est à ça que ça sert, cette émission-là. Je fais un peu l'avocat du diable. C'est que je trouve que des fois, on a des bonnes valeurs. Là. Par exemple, en Ukraine, on dit on va défendre la démocratie. Là, contre l'État islamique, il faut faire ça. Mais pourtant, le Nigeria, on ne fait rien. République centrafricaine, ça fait 10 ans qu'il y a des massacres, puis on ne fait rien non plus. Je veux dire, on choisit un peu nos combats parce que géopolitiquement, on a des intérêts aussi. Je suis d'accord avec toi. Fait que, tu sais, des fois, je trouve que elle est où la solution? Est-ce que ça va prendre... Est-ce qu'on est en train de revivre un Chamberlain avec les nazis dans les années 30 où on se ferme un peu les yeux, où on essaie de faire... on va mettre on va faire un peu petit, puis maintenant, on va être obligé de faire... mais là, on y va parce que tu as une bonne lecture de la situation. Quand tu parler de Chamberlain avec parce qu'on se radicalise là, partout. En Europe, on voit beaucoup la radicalisation. On dirait qu'on est à la veille de quelque chose qui ressemble à ce qu'on a déjà vu. Ça serait surprenant. Diabolisé. Oui, mais ça, l'histoire, c'est comme la mode. Hein? Jette pas tes vieux costumes, ça va revenir.
on dirait qu'on est à un retour du pendule à peu près à la même place qu'avant le début de la Deuxième Guerre mondiale. Moi, j'ai 56 ans, je veux dire, je n'ai pas tout vu, mais quand je lis l'histoire et que je vois ce qui se passe, là, c'est inquiétant. Puis quand on se rappelle de ce qui s'est passé, c'est beaucoup la grande crise, hein? C'est l'austérité, en fait. Là. Puis là, on est tous en les train de ingrédients, vivre... les ingrédients sont là. Puis là, tu te rappelles, mes parents disaient, ou ma mère disait toujours, ça va être une guerre religieuse. Je te dis que... Mais tu sais, on instrumentalise beaucoup la religion parce qu'en dessous de ça, ça coûte moins cher d'avoir quelqu'un qui est un fanatique qu'un soldat que tu payes. Là. Oui, mais une guerre de religion, c'est encore pire. Parce que là, tu vas dans les fondements de la personne. Là. C'est comme... il n'y a rien de pire que ça, d'après moi. Les guerres de religion, puis on dirait qu'on s'enligne vers quelque chose. Je ne le souhaite pas. J'espère que le bon sens va refaire surface, mais à l'heure actuelle, qui a du bon sens, là, je ne sais plus. Il n'y en a pas beaucoup, puis je le dis souvent, ici, on est chanceux. Là. On est bien dans nos petites villes. On a la télé puis l'eau chaude, puis on a un on a la télé communautaire. On a la télé communautaire. Mais quand le problème, ça va être de manger, comme on voit la crise alimentaire en Afrique, etc., là, je pense que les gens vont peut-être être plus prompts à prendre la rue ou à dire à se révolter. Ou là, je ne le souhaite pas. Non. C'est un scénario catastrophe, mais je veux dire, ce qu'on voit à l'heure actuelle aux nouvelles le soir, tu sais, je lisais dans l'histoire, quand tu as eu les événements Je suis Charlie ou quand tu as eu les attentats à Paris, je lisais en même temps que Boko Haram avait tué du monde dans des villages. Il y a un gars qui a raconté que la nuit, il a réussi à se cacher au travers des autres cadavres. Pendant 5 kilomètres, il marchait sur des cadavres. Pendant 5 kilomètres. C'est comme traverser d'ici à l'hôtel de ville, puis aller à l'ancien hôtel de ville de Mistassini. Il y a 5 kilomètres de cadavres. C'est pas croyable. Non. Ça n'a pas de bon sens. Puis en même temps, une semaine après les événements de Charlie, tous les dignitaires sont en Arabie Saoudite à genoux, puis à dire comment que le prince saoudien, c'est un bon gars. Ouais. À un moment donné... c'est choquant. C'est choquant? Oui, ça choque. Tu sais, je veux dire, si tu fais de la politique, ou moi, quand tu n'es plus dans la ligne de ce qui t'a amené là, retire-toi. Va pêcher, va cultiver des carottes, fais quelque chose d'autre. Mais si tu n'es plus vrai en politique, là, retourne-toi chez toi. Ouais. Tu sais, moi, je ne suis pas là pour l'éternité. J'essaie de faire... Là, tu vois, je suis rendu sur moi. J'essaie de faire le bon travail avec le conseil de ville. Je suis le porte-parole du conseil. On essaie de faire des bonnes choses. Puis le matin où il n'y a plus de vérité dans ce que tu fais, t'es mieux de t'en retourner chez vous. Parce que c'est vrai que quand tu écoutes les nouvelles, des fois, tu fais « Mon Dieu, que ça va mal partout, sauf à Dolbeau-Mistassini. » C'est bon, non, je te taquine. Oui. Écoute, c'est déjà terminé, mais là, j'avais plein de sujets, mais tu sais, moi, il faut que je fasse mon temps, mais j'en prépare tout le temps en plus en me disant... M'excuse d'avoir perdu du temps. Là. Non, écoute, c'est rare, je me rends en 3e diapo, mais je l'ai tout le temps d'un coup. Hey, merci infiniment, Richard, d'avoir participé à cet exercice-là. C'est agréable de t'avoir. Merci. Merci à vous aussi d'avoir été des nôtres. Et ma célèbre question, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? De ce qu'on a dit, de nos opinions, de votre réflexion personnelle. Vous avez le goût de nous écrire, nous parler, venir en studio, faire l'émission avec nous. Gênez-vous pas. Vous pouvez soit nous écrire à tvldm9@videotron.ca. Je réponds personnellement à tous les courriels. Ou, ce qui est plus simple encore pour avoir accès à tout ce qu'on fait, vous allez sur Facebook. Vous allez sur la télévision communautaire TVLDM9, vous allez aimer notre page et là, vous allez avoir en ligne toutes nos entrevues, toutes nos émissions, toute l'information régionale, nationale et autres. Là-dessus, merci. Passez une belle semaine et en cette semaine de la Journée internationale de la femme, un grand respect à toutes les femmes du monde. Je crois que vous méritez beaucoup plus qu'on vous offre présentement. Merci, au revoir et bonne semaine. Vous habitez en forêt ou à proximité? Certaines précautions peuvent être prises pour diminuer les risques reliés au passage d'un incendie de forêt. Tout d'abord, nettoyez vos gouttières des branches et feuilles mortes qui pourraient s'y retrouver. Également, coupez les branches des arbres qui surplombent votre toiture. Les dessous de galeries sont souvent des endroits propices pour l'accumulation d'objets et de feuilles mortes. Assurez-vous que cet endroit est dégagé de toute matière inflammable. Si vous souhaitez brûler vos rebuts, utilisez un foyer par étincelle ou privilégiez le compostage. Ces petites actions peuvent faire la différence pour la protection de votre habitation et dans la diminution des risques de propagation d'un incendie de forêt. Dans vos activités, soyez prudents et faites votre part pour la protection des forêts.
Bien, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour moi, c'est... Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, je pense que c'est... Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est la liberté que j'ai. C'est le temps, la qualité du temps qu'on a. On vit 2 heures à l'heure. le coût de la vie. Le coût de la vie, mon Dieu, c'est moins cher. Je peux me comparer à d'autres puis dire que je vis peut-être plus d'activités culturelles, que je sors plus, que je fais plus de voyages, parce que le coût de la vie, ici, c'est moins élevé. Ici, je suis à 5 minutes de mon travail, donc j'ai du temps de qualité avec mes enfants, avec ma famille. J'avais un grand besoin d'espace, plein air, tout ça. Fait que du côté autant du lac Saint-Jean que du fjord, on a les 2 meilleurs mondes. Là. On en a vraiment pour tous les goûts. Là. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est une terre d'accueil, c'est un milieu de vie où tout est possible, où il y a une culture incroyable et où il fait bon vivre. Ce que je trouve exceptionnel, c'est la fierté des Bleuets d'être Bleuets. Ici, le rythme de vie est différent. Tu vas arriver ici, tu vas comme tomber relax. Tu vas respirer. Je pense que c'est ça qui est le plus beau, c'est la convivialité des gens. De plus beau, je dirais l'accueil des gens d'ici, la chaleur. Ce que je trouve exceptionnel, c'est pas seulement la qualité de vie en tant qu'environnement, mais c'est la qualité de vie en tant que proximité au niveau des gens, je pense. Pour élever une famille, c'est mieux ici que sur Sainte-Catherine. Je pense que le meilleur argument qu'on peut servir à quelqu'un qui voudrait peut-être s'établir ici, c'est viens ici, viens l'essayer. C'est simple, dans le fond. Je pense que la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est simple d'y vivre. Ouais, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est la simplicité que j'aime. Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je pense que c'est ça.